Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'une question qui est revenue inlassablement, c'est mais Julien, tu t'en rends pas compte, les marchés, surtout les marchés américains sont en train d'exploser à la hausse, alors que voilà, la pandémie n'est pas terminée et puis surtout son impact sur l'économie avec le confinement et puis le déconfinement, bref, on n'est pas sorti de l'auberge et ça va être pire et les entreprises vont faire faillite, etc. Bref, tout à fait vrai. Et donc du coup, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire la bourse est irrationnelle, le marché est irrationnel et il est complètement déconnecté de l'économie. Et la réponse est non. Le marché n'est pas déconnecté de l'économie. Le marché anticipe, toujours. Et quelque part, il faut comprendre en fait qu'il y a toujours une dualité, c'est-à-dire que par moment, le marché anticipe le futur et donc l'amélioration potentielle dans le futur avec 4 mois, 6 mois d'avance. Et par moment, il a besoin de plus de temps pour digérer l'information. Et donc, il n'anticipe pas finalement, l'économie est en avance par rapport à lui, et lui, il est encore en retrait, et il a besoin de digérer l'information, et une fois qu'il digère l'information, eh ben, il met en place une nouvelle tendance. Et donc c'est ça qui est vraiment important de comprendre, et c'est pour ça que dans toutes mes vidéos, je vous parle énormément de timing, parce que justement ce timing, il est crucial, parce qu'il faut comprendre que le marché marche à sa propre vitesse. Et donc, il ne faut pas chercher à trouver une relation de cause à effet avec l'économie à l'instant T. Le marché, il faut se dire voilà, qu'il est continuellement en avance, en anticipation sur le coup d'après, ou en train de nécessiter de digérer l'information et donc de distribuer éventuellement les actions avant une correction. Et ça, c'est très important et c'est crucial à comprendre parce que sinon, vous allez être continuellement frustré en bourse à vous dire que à chaque fois, c'est irrationnel. Parce que également, quand la bourse monte de manière exponentielle, alors que tout va bien, on peut se dire également aussi c'est irrationnel, puisqu'on explose tous les ratios de valorisation. Mais en règle générale, quand les gens ils gagnent en bourse, qu'ils gagnent de l'argent, là, ils ne disent pas que le marché est irrationnel. Ils disent tout va bien, c'est génial et ça va être encore meilleur. Ce qui est en général le moment où il faut s'inquiéter. Donc c'est toujours la même chose, on s'inquiète et on dit que c'est irrationnel en règle générale quand le marché va contre soi. C'est-à-dire soit on n'a pas voulu acheter ce rebond en se disant justement j'ai peur que ça va rebaisser parce que c'est que le début et ça va être le pire, etc. Blablabla. Ou alors je suis en vente à découvert, même si on ne peut pas nécessairement être en vente à découvert en tant que particulier, il y a toujours d'autres moyens de l'être. Donc potentiellement je suis en vente à découvert, donc je suis contre le marché. Et voilà, je dis que le marché est irrationnel. C'est toujours la même chose en fait, c'est une manière de se mentir à soi-même et de rejeter la faute en fait sur le marché ou sur autrui, quelqu'un qui vous a donné un conseil, qui vous a dit il faut faire ça, etc. Plutôt que de se regarder dans la glace et de se dire voilà, je me suis planté. Et potentiellement, j'ai pas eu de plan et donc du coup, se planter, ça va, c'est pas un problème. Se planter, ça arrive à tout le monde, on se plante tous. Par contre, ne pas réaliser qu'on se plante et donc sortir de la position lorsqu'on est contre le marché, ça c'est fatal, ça c'est la vraie erreur. Donc là, l'idée vraiment c'est de se dire, ok, pourquoi le marché monte alors que justement le pire est encore à venir? Eh bien tout simplement parce que le marché il a anticipé autre chose, il a anticipé les aides des banques centrales, il a anticipé que c'était le no limit. Et donc pour l'instant, donc, tout cet argent-là, il vient supporter les marchés. C'est une inflation des marchés. Et donc c'est ça qui permet également. Parce qu'on achète des obligations actuellement, mais il y a d'autres banques centrales qui achètent directement des ETF actions aussi. Donc il y a ce support avec toutes ces liquidités-là également qui sont en train d'aider le marché. Surtout aider le marché du crédit, parce que s'il y a un truc qu'il faut surveiller comme l'huile sur le feu, c'est le marché du crédit. Et si jamais en effet on n'est qu'à la première jambe, quelque part, la première étape d'un marché baissier qui serait beaucoup plus conséquent, eh bien vous pouvez être certain justement que c'est ce qui va se dégrader et ce qui fera que le marché décidera de dégrader à nouveau, c'est justement parce qu'il aura peur à nouveau de la dégradation du crédit. C'est ça qui fait peur. Mais pour l'instant, le marché a confiance dans les banques centrales, le marché a confiance que les banques centrales en font assez, ça c'est très crucial, et il a confiance que si ce n'est pas assez, elles peuvent en faire plus. Le jour où le marché perd confiance dans la capacité
qu'ont eu les banques centrales de réagir rapidement, d'injecter massivement, et ça c'est historique, hein, il faut bien se le répéter, c'est là où on ne peut pas comparer, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, on ne peut pas comparer parce qu'on voit quand même qu'on a appris des erreurs du passé. Les US, ils n'ont pas fait l'erreur d'enlever la vente à découvert, donc c'est ce qui permet également à leurs actions de continuer de monter bien plus, parce qu'il y a également des rachats de VAD qui se poussent, c'est-à-dire que tous les mecs qui sont justement contre le marché en se disant ça va rebaisser, ça va rebaisser, ça va rebaisser, au bout d'un moment, ils ont l'appel de marge et ils sont obligés de racheter la position. Et donc en rachetant la position, ce sont eux-mêmes des acheteurs, un vendeur à découvert est un futur acheteur, hein, parce qu'à un moment donné ou à un autre, il doit racheter sa position et donc être acheteur sur le marché. Et ça permet justement d'amener une contrepartie, des liquidités supplémentaires au marché. Et donc ça, évidemment, ça aide le marché. Donc ça, voilà, c'est le point crucial vraiment à comprendre, que le marché, il est en train d'anticiper autre chose. Le déconfinement est potentiellement la première reprise, c'est-à-dire la reprise où les gens, ils auront amassé de l'argent qu'ils ont l'habitude de dépenser pour les loisirs, pour les vacances, pour les vêtements, pour la voiture, l'essence, etc. Tout ça, c'est de l'épargne actuellement parce qu'il y a eu du chômage partiel et compagnie. Donc, c'est de l'épargne qui est venue sur les comptes en banque. C'est-à-dire que quand on va délivrer ces gens-là, eh bien, potentiellement, oui, ils vont aller, je pense, dans une première étape, ils vont dépenser cet argent-là, ce qui peut permettre un premier rebond de l'activité. Et le marché, il est peut-être en train d'anticiper ça. Et du coup, ce qui va être très intéressant, c'est-à-dire que quand on va commencer à avoir des bonnes nouvelles, en se disant, alors des bonnes nouvelles, attention, hein, toute proportion gardée, mais l'idée de se dire des bonnes nouvelles en se disant, oui, en effet, les gens sont déconfinés, les gens retournent consommer, etc., tiens, c'est top, on peut parler de reprise, etc., et bien peut-être que le marché se mettra à baisser à ce moment-là. Et les gens se diront, mais c'est n'importe quoi, maintenant qu'on a des bonnes nouvelles, le marché baisse. Ouais, parce que le marché, il aura déjà anticipé toutes ces bonnes nouvelles. Il sera sur le coup d'après. Il sera sur le coup d'après en se disant, ouh là là, attention, les gens, ok, quand ils vont être déconfinés, peut-être qu'ils vont dépenser un peu plus, mais ils vont également conserver une épargne de précaution beaucoup plus grosse que ce qu'ils avaient avant. Ils vont être beaucoup plus fourmis. Pourquoi? Parce que ils savent très bien que leur chômage partiel, etc., peut-être que ça ne va pas durer et que donc leur entreprise ou le gouvernement ne va pas pouvoir tenir la cadence très longtemps et que donc quand on va un petit peu lâcher les taux, ils vont se faire licencier ou alors ils vont devoir accepter une baisse de salaire, etc. Bref, il va y avoir une peur de l'avenir. Quand vous avez des industries, notamment l'industrie aéronautique, on l'a vu, c'est pas que quand vous avez une industrie qui est majoritaire dans une région de France, etc., ça a des conséquences également sur tout le patrimoine. Pourquoi? Parce que je vous l'avais expliqué dans de précédentes vidéos, c'était de faire vos stress tests, et on y reviendra dans une autre vidéo sur l'immobilier, etc., puisqu'on m'a posé une question sur ça, j'en ferai une aussi. Mais c'est également l'idée d'avoir, les gens pensent qu'ils sont diversifiés, mais ils ont tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'ils ont leur salaire qui est donné donc par leur entreprise, ils ont un plan épargne entreprise avec des actions de leur entreprise, ils ont éventuellement de l'obligataire aussi parce qu'il faut bien diversifier, mais alors de l'assurance vie d'État français, mais surtout de l'obligataire de leur entreprise. Et ils ont acheté à crédit, etc., dans la région où ils vivent, où leur entreprise est la plus grosse, ou on va dire un employeur très important. Donc du coup, si ça va mal, ils perdent sur tous les tableaux. Ils perdent leur emploi, ils perdent leur salaire, ils perdent éventuellement les prix des maisons, etc., et qui baissent. Et donc, ils ont du mal derrière à vendre pour récupérer. Et puis, ils perdent également, les actions perdent énormément. Et donc, ils perdent également tout ce qu'ils avaient sur le... Enfin, pas tout, mais une partie de ce qu'ils avaient sur le plan épargne entreprise. Donc, c'est là où on se rend compte qu'on pensait être diversifié, mais on n'est pas réellement. Et c'est ça, quelque part, qui va faire peur aux gens, qui va les impacter. Et je pense, dans un premier temps, une fois qu'on aura passé cette phase justement de dire on déconfine, il y aura la peur de dire seconde vague, donc potentiellement d'autres confinements, et il y aura la peur de l'avenir, de se dire de toute manière, même s'il y a une reprise économique, elle sera lente, et avant de revenir là où on était, ça prendra certainement plusieurs années. Ça dépend encore des industries, bien entendu, il y aura des industries qui s'en sortiront bien mieux que d'autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui me permet de faire pour la suite, le prochain point, c'est de dire qu'il y a des industries qui s'en sortent bien mieux que d'autres. Et donc aujourd'hui, si les marchés montent, c'est bel et bien parce que les gens regardent les indices. Et surtout quand ils regardent les indices américains, aujourd'hui, et on l'avait déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est de dire que vous avez un surdimensionnement des GAFAM aujourd'hui qui représentent 20-25% de la capitalisation totale du Nasdaq et puis une large partie également
du S&P. Or, qu'est-ce qu'il s'est passé? Évidemment, c'est essentiellement ces valeurs GAFAM qui ont remonté la pente bien fortement, et pour notamment Amazon, qui est la plus grosse cap, qui justement est allée bien au-delà de ce qu'elle était même avant la crise du coronavirus. Il y a bien entendu des raisons par rapport à ça, c'est que toutes ces entreprises-là sont moins impactées, elles sont capables de rebondir beaucoup plus rapidement et de s'adapter beaucoup plus rapidement, et surtout, leurs besoins, leurs outils continuent d'être utilisés et continueront d'être utilisés, peu importe ce que le monde devient demain. Et donc là, l'idée, c'est bien de se dire, à un moment donné, je vous ai toujours dit, quand on regarde un indice, c'est un trompe-l'œil. Alors c'est un trompe-l'œil quand l'indice baisse, c'est un trompe-l'œil quand l'indice monte. Et donc il faut bien se dire que tout ce qui est impacté par le coronavirus aujourd'hui, toutes les entreprises, donc tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est tourisme au sens large, etc., tout ce qui est aéronautique, compagnie aérienne, constructeurs, etc., bref, marketing, tout ce qui est lié de près ou de loin à l'événementiel, tout ça, regardez les actions, vous continuez d'être à moins 40, moins 50%, et les rebonds ont été pouillemesques. Donc ces entreprises-là n'ont même pas profité du rebond. Les entreprises qui sont un peu moins impactées, etc., elles ont profité du rebond. Et puis celles qui en profitent, évidemment, encore plus. Donc surtout la pharma, etc. Donc là, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand on regarde l'indice, on ne voit pas ça. Parce que quand on regarde l'indice, on regarde essentiellement en fait ce que font les GAFAM, puisque ce sont elles qui ont les plus grosses pondérations. Quand vous regardez votre tracker monde et que vous vous dites en fait ça va pas si mal, vous regardez essentiellement les actions américaines. Pourquoi? Parce que votre tracker monde, il a une pondération à plus de 30% sur le S&P. Et donc le S&P a lui-même une énorme pondération sur les GAFAM. Et donc comme les GAFAM ont remonté la pente et quasiment n'ont rien perdu si ce n'est gagné post-crise, vous avez l'impression, ma foi, que tout va bien. Et donc du coup, l'analyste, l'expert, etc., le journaliste qui veut faire un gros titre dit « Regardez, crise, quelle crise ?» Mais en fait, elle est bel et bien là, la crise. C'est juste qu'il ne faut pas regarder l'indice qui est un trompe-l'œil, il faut regarder à l'intérieur de l'indice. Et donc, vous allez vous rendre compte que vous avez à peu près 10, 15%, 20% pour respecter Pareto des actions en nombre, mais qui représentent 80% de la capitalisation et de la hausse qu'a eu le S&P. Tout le reste, ils sont au ras des pâquerettes et ils n'ont quasiment pas rebondi. Donc, c'est là aussi, et du coup, vous pouvez derrière comparer, il faut comparer ce qui est comparé, parce que souvent, il y a des gens qui disent, regarde, encore les Américains, ils sont en train d'exploser à la hausse, et nous, sur le CAC 40, on est encore à la traîne. Et même quand on compare au DAX. Donc il faut comparer le CAC 40 avec dividendes réinvestis déjà, par rapport au DAX, puisque lui, il est déjà avec les dividendes réinvestis. Et puis derrière, il faut comparer aussi ce que vous avez dans les indices. C'est essentiellement la tech qui a rebondi et qui a super bien résisté au coronavirus. Et donc c'est essentiellement la tech aujourd'hui, par l'effet momentum, puisque comment se crée un indice en fait, plus une action monte, plus sa pondération dans l'indice monte, et donc plus elle est représentée. Et donc forcément, les actions qui montent sont plus représentées, donc l'indice est surpondéré en actions haussières, et il est sous-pondéré en actions baissières, ce qui est quelque part exactement ce que devrait faire l'investisseur également, c'est-à-dire d'acheter ce qui monte et de vendre ce qui descend. Et donc en fait, c'est comme ça que l'indice également, il est pondéré d'une certaine manière, qui vous fait voir le trompe-l'œil, et ça c'est depuis tout le temps. Et donc dès que vous avez... La problématique, c'est pas d'avoir 20% de votre capitalisation d'un indice qui est dans une poignée d'actions, 80%, pardon, 80% dans 20% d'actions. Ça n'a jamais été réellement une problématique. On le voit, en plus, ici, dans ce cas bien précis, c'est même un avantage. C'est-à-dire que si vous êtes investi en tracker aujourd'hui, surtout sur le S&P, vous n'avez quasiment pas souffert de la crise du coronavirus parce que vous êtes surinvesti en valeurs GAFAM et qu'elles ont super bien résisté, super bien rebondi. Et par contre, du coup, lorsque vous avez un retournement de ce marché, e-commerce, GAFAM, tech, etc., forcément, comme elles sont surpondérées sur l'indice, si les autres valeurs ne rebondissent pas à ce moment-là, bien entendu que l'indice sera d'autant plus impacté à la baisse parce que ces plus grosses pondérations sont en train de baisser. Donc ça, voilà, c'est des éléments qui sont vraiment importants de comprendre. Et d'ailleurs, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on parle énormément aujourd'hui de la chute du pétrole, et je vais vous en faire une vidéo également, pour la grosse question, faut-il acheter le pétrole? Et donc l'idée, c'est de vous dire, si vous regardez dans les années 80, les plus grosses pondérations dans l'indice S&P étaient des valeurs pétrolières. C'est-à-dire que si le coronavirus avait eu lieu dans les années 80, je vous laisse imaginer le carnage que ça aurait été sur le S&P. Et pour autant,
son carnage aurait été en trompe-l'œil également, puisque il aurait certainement baissé de 50%, puisque la plupart de ses valeurs pétrolières ont baissé de 50%, et qu'il était surpondéré en valeurs pétrolières à l'époque. Mais du coup, ça aurait été en trompe-l'œil, puisqu'à l'intérieur même de l'indice, vous auriez eu des actions, donc pas forcément de la tech à l'époque, mais d'autres actions qui auraient super bien résisté à ce coronavirus et qui auraient été invisibles. Donc ça revient également à vous dire, pour moi, ce qui est important en termes d'investisseurs actifs, justement, c'est de savoir faire la part des choses, pas de se faire leurrer par un indice, parce que l'indice ne reflète pas la réalité, l'indice ne reflète pas justement la réalité économique également. C'est-à-dire que votre tissu économique n'est pas représenté et n'est pas représentatif de ce qui se passe sur l'indice. C'est-à-dire que l'indice, quand on regarde les indices américains, on est capable de se dire aujourd'hui tout va bien. Ouais, mais tout va bien pourquoi? Pour 20% des plus grosses capitalisations américaines. Tout le reste est en train de mordre la poussière comme tout le monde. Hein. Donc c'est là aussi où il faut éviter de se biaiser l'esprit juste en regardant un indice qui est carrément une illusion. Et donc il faut éviter de dire aujourd'hui, comme ça, pour faire des gros titres, ouais, regardez, c'est n'importe quoi la bourse, on le savait déjà, mais regardez, c'est encore plus n'importe quoi parce que les indices américains, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est faux. C'est faux. Il y a une poignée d'actions qui aujourd'hui sont surpondérées parce qu'elles ont eu des momentum très forts sur les précédentes années et donc ont été encore plus surpondérées dans l'indice. Mais quand on regarde le détail, un S&P c'est 500 actions. Si vous regardez 450 actions, vous allez vous rendre compte de l'impact réel du coronavirus sur ces sociétés américaines et qui sont parmi donc les 500 plus grosses caps américaines. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Donc non, tout ne va pas bien. Non, le marché n'est pas irrationnel. Le marché à court terme peut être irrationnel, peut être inefficient. Et c'est de ça qu'on essaye de profiter justement en tant qu'investisseur. Mais à long terme, il va aller chercher les profits. Et il s'adaptera et il s'alignera aux profits. Et donc il peut adapter certaines phases dans un processus et dans un horizon de temps. Vous devez comprendre et bien séparer que le marché il est peut-être en train d'anticiper quelque chose de court terme, alors qu'à long terme, potentiellement, derrière, eh ben, il retombera et il re-anticipera à un moment donné ou à un autre la dégradation long terme. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si tel est le cas, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo également. Abonnez-vous pour ne rien louper. Et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez et partager avec vous. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!